Bien, bonjour, bienvenue pour cette 16e leçon de cinéma. Voilà, Julie Bertuccelli, que je remercie vivement, est avec nous ce matin. Julie a plus d'une vingtaine de films à son actif, documentaires et fiction. Cinq de ces documentaires ont été projetés à Traces de vie précédemment, dans toute une histoire. Et la première fois, c'était en 1994. Vous voyez, donc ça remonte quand même pas mal. Ça s'appelait Un métier comme un autre et c'était un film de formation. Donc voilà. Donc ça fait longtemps que nous connaissons. Et nous sommes également membres du premier cercle de la Cinémathèque du documentaire qu'elle a contribué à fonder. Également, Élodie Font donc animera cette leçon de cinéma de façon un peu particulière. Elle a préparé ce travail, mais elle ne peut être présente avec nous en salle pour des raisons personnelles. Donc, il va y avoir une visio sur une partie de l'écran. Nos techniciens ont installé ça très professionnellement et ça va bien se passer. Je les en remercie. Voilà. Donc, ce matin, je vous rappelle un petit peu le programme. Nous avons un premier entretien de présentation et ensuite le film Dernière nouvelle du cosmos. J'ai amené là un livre pour vous le montrer. La jeune femme que vous allez voir dans ce film écrit, et donc il existe un livre qui s'appelle L'algorithme éponyme, et c'est signé Babouillec, c'est le nom qu'elle se donne. Donc on peut, après le film aussi, aller consulter ses écrits. Voilà. Donc nous terminerons à 12h30 précise. Nous recommencerons à 14h jusqu'à 17h, donc dans une conversation avec des extraits. Voilà, Julie, si tu veux bien t'installer. Donc, nous commençons ce dispositif, ce qui est une première pour nous. Voilà. Merci beaucoup Annie, et merci au Festival Traces de vie que j'aime tant de m'avoir invitée. Et voilà, vous allez bientôt voir Élodie qui est avec moi. Voilà, on te voit. Bonjour à tous, ravie d'être avec vous, effectivement d'une manière un peu particulière. Déjà, je m'en excuse évidemment, vous imaginez bien que c'était pas exactement le programme, et je me suis dit que c'était peut-être un clin d'œil de la vie pour montrer qu'une des spécificités du documentaire, c'est qu'on est toujours obligé de s'adapter et que la réalité n'est jamais exactement celle qu'on prévoit. J'imagine que tu es d'accord avec moi, Julie. Plus que d'accord. Et c'est même une richesse d'ailleurs, c'est qu'on est toujours surpris, surtout la réalité est toujours plus forte que ce qu'on a pu imaginer. Donc voilà, c'est très bien que ça se passe comme ça. C'est très moderne en plus, et c'est dans le sens de l'histoire, parce qu'il faudra de moins en moins voyager, de moins en moins se déplacer, tout ça. Donc ça marche comme ça aussi. En tout cas, j'espère évidemment que ça ne nuira pas à cette immersion que vous allez vivre dans la tête de Julie Bertuccelli pendant une journée. Et je suis très heureuse d'accompagner cette journée parce que le travail de Julie est vraiment foisonnant et palpitant à observer, à décortiquer. Et je trouve qu'il est particulièrement inspirant. Julie, on va démarrer effectivement ce matin. C'est un peu un CV amélioré qu'on va faire ensemble. Est-ce que tu peux commencer par nous raconter comment la réalisation de Doc, elle vient à toi? Alors, elle ne vient pas tout de suite à moi. Bon, d'abord, la réalisation vient parce que, bon, il se trouve qu'il y a plein de raisons pour lesquelles on veut faire des films, mais je dois dire qu'une des raisons intimes que je ne peux pas évacuer, c'est quand même que mon père était réalisateur, il s'appelle Jean-Louis Bertuccelli. Et que c'est vrai que depuis l'enfance, je venais sur des plateaux, alors de fiction, hein, et cela dit, il avait fait aussi des documentaires. Et donc, je dois dire que j'ai vu aussi beaucoup de films. J'étais vraiment adolescente. Je faisais mes petites croix dans le Pariscope, dans l'officiel des spectacles, tous les mercredis, en allant à l'école pour voir les films, les 5-6 films que j'allais voir par semaine. Et après, en plus, quand j'ai fait aussi mes études, j'ai fait des études de philo, Hippocagne et Cagne et tout ça, et j'étais à Paris, à Fénelon, qui était un quartier plein de cinéma, donc je loupais souvent l'école, enfin les cours de Hippocagne pour aller au cinéma, et donc ça joue évidemment hein, sur cet appétit de cinéma, mais il se trouve que
avant de faire des documentaires et avant de m'y plonger, découvrir même le documentaire. J'ai pas fait d'école de cinéma. Moi, je pense qu'il y a plein de manières. Enfin, on en reparlera peut-être plus tard. Et puis en plus, il y a des étudiants dans la salle, donc qui ont la chance de faire des études de cinéma. Mais il y a plein d'autres manières de rentrer dans ce métier. Il se trouve que moi, j'ai fait de la philo et j'adorais ça. J'avais envie de faire ça avant, même si j'avais déjà dans l'idée en tout cas d'être cadreuse. Au début, je voulais faire de l'image plutôt. Je n'osais pas, je pense, imaginer que je pourrais faire des films. Mais en tout cas, voilà, j'ai été assistante. J'ai commencé à me plonger directement comme stagiaire sur des films. C'est vrai qu'à l'époque, on pouvait plus facilement être stagiaire qu'aujourd'hui. Maintenant, il faut vraiment avoir des stages conventionnés, donc il faut faire des études, tout ça. Mais bon, à l'époque, il y en avait moins ce besoin. Donc j'ai travaillé comme stagiaire sur plein de films, de télé, de toutes sortes. Et puis, au bout d'une dizaine d'années d'assistanat, où j'ai la chance de travailler avec plein de réalisateurs que j'ai adorés, hein, que ce soit Christophe Kieslowski, Tavernier, Riti Pan, qui m'a fait aussi voyager notamment au Cambodge, mais aussi surtout Ottavio Celiani, qui m'a fait découvrir la Géorgie. On en parlera plus tard parce qu'on parlera de mon premier long métrage de fiction que j'ai fait dans ce pays. Mais voilà, j'ai été assistante pendant longtemps et au bout d'un moment, je n'en pouvais plus de la fiction, en fait, de ce que c'est que de ces plateaux où il y a 50 personnes, où on doit tout refaire le monde, on bloque les rues, on refabrique tout, tout est écrit, même si, bien sûr, j'ai travaillé avec des réalisateurs quand même, comme aussi Emmanuel Finkiel, ou mon père aussi, finalement, au bout d'un moment, Jean-Louis Bertuccelli, mais plein d'autres réalisateurs qui ont plein de manières de faire, mais j'en pouvais plus de cette refabrication du monde, et j'avais envie, moi, de vivre, quoi, puis de commencer peu à peu à faire... Je découvrais aussi le documentaire de plus en plus, j'allais de plus en plus en voir. Et j'ai fait une formation professionnelle qui s'appelle les ateliers Varan, qui était payée par l'AFDAS pour faire un peu un changement professionnel comme ça. Et donc j'ai fait ce stage de 4 mois. Et c'est là que j'ai fait mon premier court-métrage documentaire, on va voir un extrait peut-être tout à l'heure. Et c'est comme ça, voilà, que j'ai adoré ça. Et j'ai continué un peu à être assistante pendant un temps, parce qu'il fallait gagner sa vie. Mais peu à peu, j'écrivais des projets. Ce premier film a été pris dans des festivals, dont ici, et puis d'autres comme ça, peu à peu. Et puis un jour, voilà, j'ai réussi à plus que faire mes films et à arrêter d'être assistante. Mais en même temps, j'ai finalement fait beaucoup de documentaires d'abord avant de faire des premières fictions. Mais c'est vrai que en même temps d'avoir été pendant 10-15 ans assistante à la réalisation, ça m'a appris énormément, j'ai adoré ça. Et je pense que ça m'a servi même pour les documentaires. On parlera sûrement aussi de l'enchevêtrement fiction-documentaire. Assistante à la réalisation, ça consiste en quoi exactement? Ça consistait à quoi ton quotidien? D'abord, c'est d'être le bras droit du réalisateur, en fait, de la réalisatrice. Donc on organise tout pour que le tournage puisse se faire. En amont, on décortique le scénario, on regarde tout ce qu'il faut faire, tout ce qu'il doit y avoir comme acteurs, comme animaux, comme accessoires, comme tout. On fait tout un gros dépouillement. Et pendant la préparation, on cherche les décors. À l'époque, en tout cas, il y avait moins comme ça de séparation de métiers, mais moi je cherchais les décors, on cherchait les acteurs aussi. Il n'y avait pas toujours de directeur de casting, notamment avec Kieslowski sur les 3 couleurs, bleu, blanc, rouge. J'ai travaillé pendant plus d'1 an et demi, 2 ans, dont 6 mois de repérage dans tout Paris pour trouver les décors du film. Alors au début j'étais stagiaire, après deuxième assistante, là j'étais deuxième assistante avec Kieslowski. Et puis après, donc, pendant cette préparation, on met tout en ordre pour ensuite donner aussi à toute l'équipe les instructions pour que le film se fasse. Et on fait le plan de travail, on choisit quelle scène va être tournée tel jour. Et ensuite, sur le plateau, on gère le tournage. Voilà, c'est vraiment on est l'extension du réalisateur. Donc c'était formidable de faire ce métier parce que du coup, je découvrais qu'il y avait plein de manières différentes de faire, quoi, et que peut-être que dans des écoles, on vous apprend un peu parce que chaque prof a sa manière de faire, mais voilà, moi j'ai adoré. Et puis en plus, j'ai travaillé avec des réalisateurs souvent qui tournaient à l'étranger, donc ça m'a aussi beaucoup ouvert sur l'ailleurs et sur l'envie d'ailleurs, moi, de faire mes fictions toujours à l'étranger. Et alors si je remonte un peu en arrière, là tu nous as fait effectivement le panel du démarrage. Sur tu disais, j'allais beaucoup au cinéma quand j'étais plus jeune, peut-être que ça ne t'a pas quitté d'ailleurs. Est-ce que tu tournais aussi? Est-ce que tu avais un caméscope, une petite caméra? Et est-ce que tu as commencé dès ton enfance à tourner des images? Non, je faisais beaucoup de photos. J'adorais ça, j'avais... mon Canon FTB toujours avec moi, je faisais énormément de photos, j'avais même fait d'ailleurs
en terminale ou en première aussi l'option photo. Et donc j'adorais ça. Mais je n'avais pas de caméra, vraiment, non, je n'avais pas de caméra. Mais c'est vrai que d'aller sur les tournages de mon père, voilà, je voyais un peu quand même... Alors, c'est bizarrement d'ailleurs, en fait, d'avoir la chance d'avoir un père qui faisait un film, c'était aussi un peu l'enfer, parce que du coup, je voyais tous les mauvais côtés de ce métier. Enfin, le rêve n'était pas du tout idéalisé, c'était vraiment... fait d'attentes, de films qui ne marchaient pas, de scénarios qui ne se finançaient pas, de moments où mon père devait faire les films, produisait tout seul ses films, ou par moments il faisait des gros films dont vous avez peut-être entendu parler de Taufos Gaillan avec Anna Girardot, qui a été un énorme succès, et puis après le film d'après n'a plus du tout marché, et puis il y avait comme ça, je suivais même les sorties de films, je voyais ces histoires avec les scénaristes, les problèmes, et en même temps évidemment les grands bonheurs, hein, c'était génial d'aller sur des tournages, mais j'étais quand même du côté de la réalité de ce métier. Et donc, c'était un peu à double tranchant. Je savais bien aussi que c'était une sacrée épreuve et une sacrée montagne à grimper, mais je ne voyais pas, pour moi, en fait, d'autres moyens de m'exprimer, même si j'aimais beaucoup dessiner. Je ne suis pas très forte, mais j'aimais beaucoup ça, la danse. J'allais beaucoup voir d'expos aussi, parce que ma mère était galeriste, et il y avait une galerie d'art contemporain, donc j'étais très prise par l'image, disons. Mais c'est sûr que d'avoir vu l'envers du décor m'a en même temps tenté et en même temps tout de suite mis au clair que moi j'avais envie de travailler tout de suite dans le métier, pas faire trop d'études. J'ai pas voulu faire par exemple la Fémis, parce que c'était le début de la Fémis, parce que je voyais tous ces jeunes étudiants qui avaient, pour moi, hein, c'est très subjectif de l'époque, mais qui avaient une tête comme ça, qui se disaient déjà réalisateurs avant même d'avoir commencé leurs études. Et moi, j'étais toute petite dans mon coin, j'avais envie d'être comme un poisson dans l'eau, dans déjà ce milieu, avant de commencer. J'adorais aider, faire les photocopies, alors que les étudiants de la Fémis, ils arrivaient dans le stage, regardant tout le monde de haut et en voulant absolument pas apporter le café sur les tournages, quoi. Donc je comprenais très bien, maintenant je comprends bien pourquoi, mais en tout cas moi, ça me terrifiait un peu, cette assurance, parce que j'avais vraiment envie de me sentir à l'aise, de commencer à connaître du monde, j'ai essayé de ne pas utiliser j'ai essayé de pas utiliser, en tout cas en plus, l'aide de mon père. J'ai vraiment cherché des stages sans lui, parce que je voulais absolument pas être la fille d'eux. En plus, c'était pas non plus une star du cinéma, hein. C'est pas comme si les portes allaient s'ouvrir, mais je voulais vraiment faire mon petit chemin dans mon coin. J'étais même assistante de production tout au début sur des séries pour enfants, avec Pierre Etex. D'ailleurs, j'ai eu plein de chance quand même de rencontrer des gens formidables, et peu à peu de rencontrer une famille de cinéma, de gens dont j'adorais les films. Notamment Ottario Seliani, qui a été vraiment une grande aventure pour moi. Et la philosophie a dû aider à le comprendre d'ailleurs. Oui, la philosophie, j'ai l'impression que c'est toujours là, même si faut régulièrement s'y remettre, parce que c'est quand même tout un univers, la philo. Mais j'avais envie aussi, je voyais bien que c'était un métier où tellement d'artisanat, de travail quotidien, que je voulais quand même aussi me cultiver. J'avais le sentiment que j'aurais plus jamais le temps après de lire. Et donc j'ai fait ces études littéraires aussi, parce que c'était la philo, mais c'était Hippocane, c'était quand même très général. Et je sentais que j'avais besoin de me remplir avant d'aller affronter le travail, quoi. Et c'est vrai d'ailleurs qu'après, quand on se met à travailler, on a beaucoup moins le temps, en fait, de s'ouvrir, quoi. Donc il faut vraiment profiter de ces années d'études à fond, hein. Je dis ça pour les étudiants qui sont là, parce que c'est là que vous allez fabriquer votre univers, vos petits secrets, même si vous apprenez pas que des choses sur le cinéma, si vous voulez en faire, c'est vraiment le moment où on arrive à se trouver, à se fabriquer une valise d'émotions, pas seulement des connaissances, c'est des découvertes de monde qui vont vous servir toute votre vie. Donc c'est très très précieux ces années-là. Et toi qui es sur ces plateaux, qui aide, qui regarde, qui t'imprègne, à quel moment tu te dis je vais quand même me former aux ateliers parents, je vais quand même me former à la réalisation? À quel moment tu oses ne serait-ce qu'envisager cela? Je crois que c'est quand j'étais devenue vraiment première assistante sur 2-3 films comme ça, et que je sentais que j'avais envie de dire à la place du réalisateur des trucs, je n'étais pas toujours d'accord, je sentais que j'avais envie là maintenant d'avoir mon regard, mon expression, et qu'en même temps la fiction c'était encore trop tôt pour moi. J'aimais pas du tout les courts-métrages, j'avais pas envie d'en faire.
Et par contre, donc je découvrais de plus en plus de documentaires. Et je sentais que moi, j'avais l'impression aussi de rien avoir à dire encore pour faire de la fiction. Je me sentais encore trop, je sais pas, jeune, vide, je sais pas. Je n'osais pas me dire, en tout cas, que j'avais des choses intimes à raconter. Et j'avais plutôt envie, chaque fois, dans tous les lieux où j'allais tourner, que ce soit à l'étranger ou pas, je regardais toujours, je passais des journées entières, dès que je pouvais le week-end, à traîner dans différents lieux de métiers, d'autres, de gens d'univers loin de moi. Et donc là, j'ai senti que le documentaire était un lieu où je pouvais... où là, j'allais voilà, avoir un grand plaisir à vivre, quoi. Et aussi à cadrer, parce que je voulais donc au début être cadreuse. Mon père m'avait très déconseillé, parce que c'est vrai qu'à l'époque, c'était vraiment pas un métier de femme, c'était très dur, c'était très hiérarchisé, il fallait être assistante pendant des années, et puis en plus assistante caméra avec des équipes d'électro, de machinaux un peu rudes, beaucoup de chefs opérateurs hommes, donc il y avait très très peu de femmes. Mais bon, moi, je me disais que j'allais y arriver. Et j'ai découvert ces ateliers Varan, cette formation qui, en plus, allait être payée par la formation professionnelle, et qu'en plus, on allait cadrer dans cette école. Donc là, j'ai eu un coup de fou. Je me suis dit, j'ai trop envie, parce que j'adorais photographier. Je ne m'étais jamais mis dans l'idée. Je n'étais pas du tout assez matheuse aussi pour faire une école technique de cinéma, comme était l'école Louis Lumière à Paris. Donc voilà, j'ai trouvé une belle porte pour moi. Et dans ces ateliers, vraiment, on cadrait, quoi. On apprenait à utiliser une caméra. C'est le rêve. Et c'est une rencontre. Est-ce qu'il y a des gens aussi sur ton parcours qui t'ont dit, mais vas-y, Julie, fais-le, inscris-toi ici? Ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui, comme tu le racontes là à l'instant, est vraiment venu de toi? Ouais, je crois que c'est venu de moi, mais en même temps, c'est plein de gens. C'est aussi, je travaillais avec des producteurs des films d'Ottario Celiani et d'autres, et de Ritipan. C'était aussi un immeuble à Paris où il y avait plusieurs productions, dont certaines faisaient aussi du documentaire. Donc j'allais à leurs projections, je découvrais. Et puis il y avait une femme aussi, c'était Simone Vanier, qui avait créé documentaire sur grand écran à Paris, pour ceux qui connaissent, qui avait vraiment fait en sorte que les documentaires sortent de la télé, quoi, soient projetés dans des salles avec son association, mais aussi aide beaucoup à ce que les films sortent en salle, parce que c'était vraiment les débuts des sorties en salle des documentaires. Ça se faisait pas du tout, c'était cantonné à la télévision. Et donc, bon, voilà, évidemment, il y a plein de rencontres, mais je sens quand même que, puisque j'étais bien embarquée dans ce métier d'assistante, voilà, je travaillais assez régulièrement, j'avais un petit monde auquel j'appartenais, qui était confortable, disons, plus ou moins. Hein. C'est jamais confortable, parce que c'est quand même l'intermittence du spectacle, donc à chaque fois qu'un film se termine, on ne sait pas si on va retravailler, on a quand même un peu l'angoisse, on a quand même le loyer à payer chaque mois. Mais bon, j'étais assez confiante, voilà. Et là, bon, personne m'avait dit, tiens, il faut que tu fasses des documentaires. Bon, Christophe Kieslowski, j'en avais parlé avec lui, parce que lui avait fait des documentaires, et mon père aussi, hein, cela dit, mais Christophe Kieslowski m'avait dit des choses très justes sur ses apprentissages dans le documentaire, comment il en faisait, comment il avait... Et ça m'a toujours beaucoup marqué, parce que c'est aussi comme ça, j'en parlerai après, mais comment je suis venue à la fiction, et que c'est vrai que dans le documentaire, un peu comme lui, entre guillemets, parce que je ne suis pas à sa hauteur, mais je sentais qu'il y a des choses qu'on peut filmer en documentaire et puis pas d'autres. Et à un moment donné, il y a l'intimité des gens qu'on filme, il y a des choses qu'on ne peut pas exactement raconter et qu'on peut vraiment beaucoup plus raconter en fiction. Ça je l'ai compris plus tard, comment on passe du documentaire à la fiction et pourquoi. Mais voilà, je pense quand même que ça a été un besoin de ma part de découvrir, de voir le monde, quoi, et d'exercer mon regard aussi de ce côté-là. Eh ben, on va regarder un premier extrait justement de ton premier documentaire réalisé au moment de tes études aux ateliers Varan, qui s'appelle Un métier comme un autre et qui est sur les fossoyeurs. C'est donc un extrait d'un documentaire qui s'appelle Un métier comme un autre, qui est un documentaire relativement court, enfin il ne fait pas 52 minutes en tout cas. 26 minutes, ouais. 26 minutes, voilà. C'est un documentaire qui va avoir une importance à plus d'un titre, notamment parce qu'il ouvre un cycle pour toi, un cycle autour des métiers, autour du travail. On en reparlera plus en détail cet après-midi, mais ensuite il y aura Une liberté, La fabrique des juges, Bienvenue au grand magasin, Un monde en fusion. Et je me demande, qu'est-ce que tu cherchais toi à découvrir en t'intéressant à tous ces métiers différents? Alors, c'est vrai que ce premier film, on ne sait jamais trop pourquoi on fait un film. Hein. Il y a des choses
totalement sûrement inconsciente, le désir, on ne sait pas très bien d'où il vient, on se pose pas, il faut pas trop se poser, il faut se poser des questions un petit peu, mais il faut aussi laisser, je pense, l'instinct guider un peu nos pas quand on fait des films. Mais bon, il se trouve que dans ma famille, le rapport à la mort était quand même très présent, et bien sûr, c'est l'ouverture sur le thème sur le travail, mais aussi j'ai découvert après coup, surtout avec mes fictions. Bon, il y a toujours des morts dans mes films, je suis désolée, il y a toujours un homme qui meurt, c'est systématique maintenant, mais, et parce que c'est des choses intimes que j'ai tellement vécues, mais disons que là c'est vrai que ce film, je crois que c'était une manière pour moi de découvrir le monde, et je trouve qu'il n'y a rien de plus fort et de plus beau que de filmer les gens dans leur métier. Aussi parce que j'avais aussi, je pense, à une sorte d'inquiétude d'aller filmer les gens dans leur vie intime. Comme j'en parlais avec Kieslowski, voilà, c'est quelque chose qui est venu plus tard, plus en fiction, mais que je trouve ça très intéressant de filmer les gens dans leur travail. Parce que c'est une manière dont on voit comment ils sont face au monde, comment ils jouent chacun un rôle, comment leur vie s'inscrit dans le travail. C'est quand même ce qu'on fait le plus dans sa vie. Et même quand j'ai fait des films d'ailleurs après, sur des jeunes, sur des écoles, la cour de Babel, ou des élèves, c'est aussi le métier d'enfant que d'être élève. Hein. C'est le métier de tout. Chacun travaille dès le début, dès son plus jeune âge, à l'école, à faire ses devoirs, à apprendre, à faire tout ce qu'il faut. Et c'est un rôle social qui évidemment est riche, qui est important, qui est de la sociabilité, mais qui est aussi une manière de s'exprimer, de s'émanciper, d'être ce qu'on est, enfin de se trouver. Et donc je trouvais ça vraiment beau de voir pourquoi les gens choisissent tel métier, et puis aussi parce que dans chaque métier, bon, après j'ai fait un film sur les juges, sur l'économie, enfin dans le capitalisme des grands magasins et des mondes en fusion, c'est aussi une manière d'évoquer la société à plein de niveaux. Donc je pense que voilà, j'ai vraiment, pour moi j'ai adoré essayer d'approcher toutes ces thématiques par simplement filmer des gens dans leur travail. Ça a l'air tout simple, mais bon, après j'étais aussi très marquée par d'autres réalisateurs que je découvrais, hein, le cinéma documentaire, c'est bien pour ça après que d'ailleurs j'ai créé la Cinémathèque documentaire, pour que les gens voient aussi toute l'histoire du documentaire. Et c'est vrai que les films notamment de Frédéric Wiseman ou de Van der Kuyk, enfin notamment Wiseman qui a filmé beaucoup d'institutions et de gens dans leur travail, c'était quelque chose qui me fascinait, parce que sans du coup que les gens se révèlent ou racontent leurs histoires personnelles, les choses arrivaient comme ça, comme la petite partie de l'iceberg. Et je trouvais ça très beau de pouvoir chacun nous imaginer comment c'est chez eux, quelle est leur vie personnelle, juste à travers ce qu'ils sont dans leur métier. Il y a une autre chose qu'on détecte chez toi tout de suite dans ce documentaire, c'est donc que tu cadres. Et donc, tu prends enfin ce plaisir que tu cherchais depuis plusieurs années. Qu'est-ce que ça produit chez toi quand tu mènes ces entretiens avec ces fossoyeurs, quand tu as la caméra sur l'épaule et que tu les regardes à travers cet œil-là? Moi, j'ai toujours eu envie de parler aux gens, j'ai toujours été très curieuse de la vie des autres, et d'être avec une caméra, ça m'a énormément sûrement désinhibé aussi. C'est qu'il y a cet objet entre nous et ce regard, c'est quand même un peu impressionnant pour les gens, une caméra, mais puisque je passe beaucoup de temps aussi avant à parler de moi, à sympathiser avec les gens, il y a cette obligation de film et de caméra qui fait que déjà le temps est accepté, ma présence est acceptée. Je viens pas juste les regarder comme ça, j'ai un but, j'arrive pour les filmer, c'est aussi pour les mettre en valeur, c'est aussi m'intéresser à eux, c'est un échange c'est vraiment un échange en fait quand on vient avec une caméra, parce que on sait on leur demande, moi je leur demande pas grand chose parce que je veux vraiment les filmer dans leur vie quotidienne. De temps en temps ils me parlent, vaguement, j'aime pas trop les interviews, donc c'est plutôt des moments de discussion comme ça, quand ils ont un moment. Je bloque pas des gens, je leur prends pas rendez-vous pour qu'on fasse des interviews, donc je profite comme ça de la vie pour mieux les connaître. Mais cette caméra, où en même temps le fait que je cadre moi me permet de leur parler, de ne pas me mettre à l'image, surtout pas, mais en même temps d'instaurer le rapport avec eux. Et là on entend un peu que je leur parle, je leur pose des questions, et j'ai pas de gêne à laisser mes questions, d'ailleurs j'essaie de les enlever dès que je peux, mais c'est que les gens me regardent à la caméra. En plus je trouve que pour le spectateur c'est aussi une manière
d'être à ma place, quoi. J'ai l'impression que c'est plus émouvant. En tout cas, pour moi, je suis très émue de pouvoir partager mon regard avec les autres. Et puis surtout, je l'ai expérimenté aux ateliers Varan, mais après, par la suite, heureusement que j'ai appris à cadrer. Je me sentirais en documentaire totalement inutile comme réalisatrice à être à côté d'un cadreur à qui il faudrait peut-être que je dise bah, tiens là, filme ça, fais un gros plan, alors que j'ai aussi un immense plaisir à faire d'une manière très instinctive, à cadrer, à savoir que tiens là je vais pas noter par là parce que j'entends quelque chose et je peux pas dire ça à un cadreur toutes les 5 minutes et en plus je serais vraiment frustrée et je me sentirais totalement voilà, parce que c'est vrai que quand on travaille avec un cadreur en général c'est quand même lui qui mène un peu la danse, c'est lui qui doit sentir s'il faut être là, en gros plan, serré, danser avec les personnages, leur tourner autour, être là, jamais trop se cacher. Moi, je suis jamais loin en langue focale. Enfin, si, là, on voit de temps en temps, oui, parce que c'est un enterrement, mais je suis vraiment avec eux. Et c'est un rapport humain très fort que d'être avec les gens quand on cadre aussi. C'est que c'est... Voilà, je suis là, je me cache pas, ils m'oublient pas, mais en même temps, je deviens partie prenante de leur vie, quoi. Donc oui, et puis du coup, vous êtes moins sur le lieu de plus. Ouais, c'est ça. En plus, c'est très léger. On n'est que 2. Là, il y a un ingénieur du son. Et encore, sur plusieurs films, quand on verra des extraits cet après-midi, je suis aussi toute seule parce que, pour plein de raisons, et financières, et aussi, il n'y a pas besoin, et que j'arrive à me débrouiller toute seule, et que du coup, il y a un rapport beaucoup plus intime, notamment avec le film que vous verrez là en fin de matinée, enfin tout à l'heure, là, dans peu de temps, la nouvelle du Cosmos, où là, j'étais sans ingénieur du son. Et il y a un sentiment que la caméra est une extension de moi. Voilà, je suis là, c'est un témoin de ce que je vis aussi. Donc, Et on reviendra, hein, de toute façon, ne vous inquiétez pas, en détail cet après-midi sur tout un tas d'aspects du travail de Julie. Mais si on continue un peu le déroulé du CV, il y a déjà plus de 20 ans maintenant, tu vas réaliser ta première fiction. On en a déjà dit quelques mots. Elle s'appelle Depuis qu'Otard est parti. C'est un immense succès critique, puisque tu vas recevoir une vingtaine de prix un peu partout dans le monde, dont le Grand Prix de la Semaine de la Critique au Festival de Cannes en 2003, dont le César de la meilleure première œuvre en 2004, ou encore le prix Michel Dornano à Deauville en 2003. Est-ce que ça a changé quelque chose à ta carrière d'être reconnu par la critique ? Bon, ça fait bien sûr plaisir, mais après ça dure pas très longtemps parce que la pression est encore plus grande, c'est-à-dire que le film suivant on est encore plus angoissé, on a l'impression que je me sens toujours un peu voilà, je doute beaucoup, disons. Donc, même si un film est de quoi que ce soit, qu'il soit mal vu ou aimé, c'est très angoissant après. Alors, mais évidemment, ça aide énormément d'avoir eu tous ces prix, le César, tout ça a énormément aidé. Et après, surtout, j'ai pas du tout décidé de faire que de la fiction. Pour le coup, j'ai toujours entrelacé, enchaîné ou alterné selon mes désirs, hein, mes rencontres, mes envies, le documentaire et la fiction. Mais par contre, j'ai pu, après ce premier film de fiction, sortir mes autres documentaires en salle. Ça a été vraiment important pour moi et très joyeux que de pouvoir les montrer en salle, parce que bon, c'est pas parce qu'ils sortent en salle qu'ils sont plus vus, parce qu'en fait c'est quand un film passe à la télévision que tout d'un coup il y a 500 000 ou 1 million de personnes en une soirée, ce qui n'est pas du tout le cas du cinéma. Mais bon, les documentaires sont souvent financés par la télévision, donc après leur sortie en salle, enfin comme les fictions, hein, évidemment, mais pour le documentaire, une fois qu'ils sont sortis en salle, bon, il se trouve que on en parlera après, j'en ai fait qui ont eu des belles carrières aussi de salles, mais après ils passent aussi à la télévision plus tard, La Cour de Babel, qui a été un immense succès. C'était le premier qui sort en salle, oui. Après Depuis qu'Otard est parti, j'ai donc eu des projets de documentaires sortis en salle, et ce qui a été émouvant pour moi, bon, d'abord ça a une autre un peu ampleur, c'est vrai, du point de vue critique, mais aussi on fait plus de festivals internationaux, et puis surtout il y a les rencontres avec le public, et ça je l'avais un petit peu expérimenté avant avec mes films que je faisais pour la télévision, mais en fait la sortie en salle ça permet de faire des longues tournées à l'étranger, mais aussi en France, de faire plein de débats, et ça c'était vraiment très riche, parce que
un film, quand il se termine, on passe, bon, en plus moi je passe parfois 2 ans, enfin au moins une année de tournage, et puis après même plus, puis après le montage, tout ça, c'est très long. Et puis un film passe à la télévision, c'est un peu abstrait, il y a peut-être 500 000 personnes qui le voient, mais nous on sait peut-être les 10 personnes copains qui le regardent à la télévision, et puis c'est tout, il y a plus de... Voilà, il y a heureusement les festivals comme Traces de Vie et d'autres où là on fait des rencontres. Mais c'est pas immense, alors qu'en salle, il y a pendant 6 mois des tournées voilà, pour faire vivre le film en salle. Et je dois dire que ça m'a vachement... Enfin, j'ai adoré ça, à rencontrer le public et puis discuter, faire continuer à vivre le film aussi pour moi. Et peut-être mieux l'expliquer, et puis avoir les retours, et puis voir comment les films infusent dans le public. Est-ce que ça sert notamment Daniel le Cosmos ou Les Cours de Babel, que j'ai montré dans beaucoup d'écoles et dans beaucoup de lycées, tout ça. C'était joyeux de se dire, bon, on sert un tout petit peu, on sert pas à grand-chose, hein, les films servent peut-être pas à grand-chose, mais de savoir que quelques enfants, peut-être qu'on a changé un petit peu une vision pour certaines personnes, c'est réconfortant, disons. Quand on a des grands moments de blues et qu'on n'arrive pas à faire d'autres films, ça fait du bien. Depuis Cotard est parti, on est en 2002 quand il sort. Et tu nous disais qu'en 1993, donc 9 ans plus tôt, quand tu es en train de faire les ateliers Varan, tu te sens pas encore de faire de la fiction parce que tu te sens trop vide, en tout cas de pas encore avoir assez de choses à raconter. Mais finalement, il se passe relativement peu de temps, parce que si un film sort en 2002, j'imagine que tu étais déjà dessus 3 ans avant, peut-être même davantage. Donc finalement, il se passe assez peu de temps avant que tu aies une histoire qui sort de toi. Oui, alors c'était pas prévu du tout, c'est-à-dire que j'étais très heureuse de faire des documentaires et j'avais pas du tout encore le besoin impérieux de faire de la fiction, disons. Mais bon, il se trouve que, parce que cette histoire de Depuis Cotard est parti, je crois que vous pouvez voir demain soir, si je me trompe pas, ou dans la semaine, demain soir. Ce sera demain à 20h. À 20h. Il se trouve que c'est quand j'ai été assistante de Dario Celiani, ça date d'un certain temps, en fait, quelques années auparavant, j'avais donc vécu pendant presque 8 mois à Tbilissi, en Géorgie, avec Cotard. Et c'est là que j'avais rencontré une de mes interprètes. Bon, je parlais un peu russe, j'avais appris à l'école, mais bon, la géorgien, je ne connaissais pas trop, donc j'avais une interprète avec moi pour m'aider comme assistante. Et elle me racontait sa vie, on est devenus très amis, très proches. Et là, elle m'a raconté son histoire. Il se trouve que son oncle était mort, et elle faisait des fausses lettres pour faire croire à sa grand-mère que son fils était toujours vivant. Et ça m'avait assez fasciné, cette histoire, mais bon, voilà, c'était il y a longtemps, et puis bon, j'avais rencontré sa grand-mère, j'étais rentrée un peu dans ce mensonge, j'étais assez émue et en même temps, voilà, curieuse, mais je comprenais. Et puis, 3 ans après, ou même 4-5 ans après, elle m'appelle de Géorgie en me disant, voilà, je viens d'être prise à Sciences Po, est-ce que tu peux m'aider? Alors je dis, bah, bien sûr, elle est venue vivre chez moi pendant 2 ans. Et là, comme ça, 5 ans après, j'apprenais que le mensonge continuait, elle était toujours là, même de Paris, elle envoyait des cartes. Bon, l'histoire, elle se passait dans un autre pays. Pour elle, son oncle était mort en Crète. Et là, c'était au moment où j'avais commencé à faire des documentaires. Et cette histoire, je voyais bien que je ne pouvais pas en faire un documentaire parce que je connaissais trop la famille, c'était trop intime, c'était un peu difficile. Enfin, Et surtout, ça, pour la première fois, c'était une histoire qui m'inspirait de la fiction. C'est-à-dire que je pouvais, moi, y projeter des choses de ma famille, des rapports mère, fille, grand-mère, des mensonges, tout ce que ça veut dire voilà, de manipulation et en même temps d'amour et en même temps d'imaginaire qui se développe. Et j'ai senti pour la première fois, parce que je ne cherchais pas des histoires à raconter, moi j'attendais que des choses me viennent comme ça, et cette histoire a été un déclencheur. Je me suis dit, mais en fait, voilà, évidemment c'est impensable moralement d'en faire un documentaire, mais j'en ai parlé à une productrice que je connaissais bien, parce que j'avais été assistante d'Emmanuel Finkiel sur son premier court-métrage. Peut-être que vous voyez qui c'est, Emmanuel Finkiel, qui a fait La Douleur, qui a fait... son premier film, c'était... Enfin bon, il a fait plein de films, je vous en parlerai un jour, mais c'était un ami, et donc ils avaient monté ensemble une production, et elle venait de finir Voyage, c'était son premier long métrage, Emmanuel, et je lui raconte cette histoire, et elle flash, elle me dit, non mais vas-y, il faut qu'on écrive quelque chose, et elle me donne un peu de sous pour écrire, et avec aussi un scénariste. Et c'est comme ça que, parallèlement
à la réalisation d'un documentaire que je faisais à l'époque, j'ai commencé à écrire, à avoir le courage d'écrire, parce que tout d'un coup, cette histoire parlait quand même de choses intimes pour moi et j'étais inspirée. Je ne cherchais pas, en fait, une histoire à raconter pour autant. Et d'ailleurs, c'est comme ça chaque fois maintenant que je fonctionne. Même si je lis des bouquins, etc., mais je ne suis pas en train de chercher une histoire. C'est chaque fois des rencontres, ou dans la vie, ou dans des romans, ou des histoires qui me viennent. Mais comme pour les documentaires, je ne cherche pas des documentaires à faire. C'est tout d'un coup quelque chose qui se passe autour de moi qui fait que j'ai envie de le faire. Et en 2014, on le disait, si j'avance un peu dans le temps, sort la Cour de Babel en salle. Et la Cour de Babel, elle ouvre, même si, comme tu le disais, quand on est un enfant et qu'on est à l'école, c'est presque son métier. Enfin, effectivement, c'est son métier. Ça coupe, mais bon, ça va revenir. D'accord. Non, je disais que la Cour de Babel, qui sort en 2014 en salle, il ouvre une sorte de nouveau cycle. Et ce nouveau cycle, c'est un cycle qui va aussi questionner les différences dans notre société et comment on s'apprend les uns les autres avec nos différences et nos drames aussi. Et dernière nouvelle du Cosmos qu'on va regarder ensemble, il s'inscrit dans cette lignée-là. Oui, alors c'est vrai que c'est peut-être la fiction justement qui m'a amenée à ça, parce qu'avec Depuis Cotard est parti, c'est pas tant la différence qu'un drame, quoi, la mort, une douleur. Et j'ai là senti que c'était une des choses que je trouvais le plus admirable dans la vie, c'est comment les gens se sortent de leurs épreuves. Comment, alors peut-être moi aussi j'en ai vécu des épreuves, mais en tout cas j'avais envie de partager ça avec les gens. Et les épreuves, les différences, c'est aussi des épreuves. Il se trouve que dans notre monde, hélas, les handicaps, le fait d'être étranger, le fait d'être autiste, comme après là récemment j'ai fait aussi un film sur des enfants malvoyants, c'est des épreuves hélas, parce que la société les accueille difficilement. Et en même temps, pourtant, c'est des grands cadeaux aussi que nous font la vie, parce que c'est des manières d'être beaucoup plus matures, d'approcher des choses très profondes et très dures de l'humanité qui font qu'on grandit, qu'on développe beaucoup de qualités, je pense qu'on se surpasse énormément quand on vit des choses difficiles. Et donc, Depuis Cotard est parti, c'était qu'est-ce qu'on fait de cette mort de cet oncle, et comment cette jeune femme va devenir écrivain à force d'écrire, presque, dans l'idée, c'est pas ce que raconte exactement le film, mais pour moi c'était ça, qu'est-ce qu'elle va, je vous raconte pas le film parce que j'espère que vous irez le voir demain, mais vers quoi ça va l'ouvrir d'avoir fait ces mensonges. Et puis, oui, la Cour de Babel, c'était d'aller, parce que c'est vrai que, comme beaucoup, j'étais très très préoccupée de cet accueil terrible qu'on donnait aux réfugiés. J'étais très investie dans plein d'associations. Ça, je ne cherchais pas spécialement d'ailleurs un film à faire sur l'immigration et sur le problème de l'exil, mais il se trouve qu'une rencontre aussi un peu hasardeuse, comme toujours, parce que j'étais dans un festival de films scolaires et on m'avait demandé d'être dans le jury, et j'avais vu arriver sur scène une classe d'accueil avec sa prof, et ils avaient fait des petits courts-métrages d'animation et documentaires merveilleux, et surtout eux, de voir comme ça 20 élèves du monde entier. J'avais été subjuguée et je ne savais pas en fait qu'existaient des classes d'accueil où la première année de leur arrivée, tous les collégiens, mais ça existe aussi dans les plus petites classes et dans les lycées, mais arrivaient passer une année ensemble dans un petit cocon comme ça, un petit nid douillet avec une prof que celle-là je l'ai rencontrée, qui était géniale, comme souvent toutes les profs de classe d'accueil sont formidables. Et vivent, s'adaptent peu à peu, commencent à se faire à cette nouvelle vie, quoi. Et donc j'ai eu envie d'aller du coup passer une année avec eux. Et c'est comme ça que j'ai pas fait tant de repérage que ça. D'ailleurs, je suis allée retrouver cette prof et j'ai vu sa nouvelle classe de l'année suivante qui était extraordinaire, 24 enfants de 24 pays différents, et j'ai décidé d'y rester pendant une année. Et donc voilà, c'est comme ça qu'effectivement le thème des différences, disons, même si pareil, c'est pas du tout conscient, à chaque fois je me dis, tiens, oui, je refais un autre truc autour de ça. Bon, c'est peut-être toujours le même film, j'en sais rien, mais en tout cas je creusais, faisais partager mon admiration, parce que je crois que c'est aussi des gens qui m'aident beaucoup à vivre. Si j'avais envie de les filmer, parce que je sentais que moi, ça m'aidait beaucoup à vivre et mes drames à moi, et puis ma vie, et d'avoir envie de montrer aussi des choses positives de la vie. Bien sûr que le documentaire doit montrer des choses dures, et il le fait souvent, parce qu'on a de quoi faire dans le monde.
Mais j'ai toujours eu le sentiment que c'était pas mal quand même aussi de montrer des gens qui s'en sortent, qui arrivent à faire, quoi, parce que je trouve que c'est ça qui, pour moi, me motive le plus, c'est de voir... moi, si que je vois que des drames, je finis par m'enfermer, alors que d'avoir des petits, comme ça, des petits modèles, bon, c'est un peu cul et praline de dire ça, mais c'est vraiment quelque chose au fond de moi qui me donne cette envie de continuer, quoi, à me battre un peu. Oui, de la lumière, et c'est exactement ce qu'on ressent quand on voit Dernières Nouvelles du Cosmos. Est-ce que, avant que les spectateurs et spectatrices dans cette salle le visionnent, est-ce que tu veux dire un mot du documentaire Dernières Nouvelles du Cosmos? Alors, on en parlera, c'est vraiment beaucoup mieux après, parce que c'est vrai que j'ai envie, pour ceux qui ne l'ont pas vu, que vous soyez assez vierge de toute connaissance, parce que je pense qu'au début, vous allez vivre un moment un peu peut-être difficile, être un peu gêné, c'est un peu particulier comme personnage que vous allez rencontrer, et que j'espère que vous allez faire petit à petit le trajet que j'ai fait moi-même vers voilà, ce personnage inouï. Ça a été en tout cas pour moi une rencontre décisive, de rencontrer Babouyek et d'avoir passé, là, pour faire ce film, plus de 2 ans de tournage régulièrement, hein, pas tous les jours, mais avec elle. Et donc, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire avant, parce que, voilà, je pense que vous comprendrez après que c'est pas tant un film sur une autiste, plutôt que, en tout cas, c'est plus sur une autrice et une artiste. Et que c'est ça que j'ai voulu faire, parce que je ne veux surtout pas enfermer les gens dans des cases, et surtout pas elle. Et donc voilà, j'espère que ça va vous toucher. En tout cas, on va se parler, j'espère, longuement après. Je répondrai à toutes vos questions vraiment précisément sur ce film, parce que c'est vrai que je pense que ça ouvre pas mal d'interrogations. Mais voilà, restez ouverts, s'il vous plaît, à cette différence incroyable. Vous allez voir, ça vaut le voyage vers le cosmos, je crois. Le voyage vers le cosmos. Voilà. Merci Julie. Merci. On se retrouve du coup après le visionnage. En effet, on continue. Nous, on discutera de ce film et voilà. Vous dans la salle, vous pourrez poser vos questions. Et même aussi, on pourra pendant la discussion avec Elodie, évidemment, si vous avez des questions. Hein, là, c'est toujours un peu gênant de poser des questions, mais sentez-vous libre si vous avez envie d'en parler. Sautez sur vos sièges, voilà. Faites des grands signes. Voilà. Merci, à tout à l'heure, tout de suite. Projection. Merci. Merci, Dernières Nouvelles du Cosmos. J'espère que vous avez vraiment voyagé avec ce film. Tu le disais juste avant, c'est vraiment un voyage que l'on fait, la manière dont on se sent au tout démarrage du film, c'est vraiment pas du tout la manière dont on se sent à la fin. Et j'avais la sensation, moi, en terminant ce film, que finalement, les gens qui sont les plus limités, c'est peut-être nous. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr que j'espère que c'est ce que vous avez tous ressenti. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai vécu pendant les 3 années que j'ai passées, 2 années, 3 années que je continue d'ailleurs à passer avec elle, parce que je suis toujours très en lien avec elle. Je suis même en train de préparer un 2e film avec elle. Oui, c'est sûr que c'était ça, le voyage que j'ai fait. J'étais allée avec très peu d'a priori. Enfin, c'est ce que j'essaye de faire chaque fois dans les films, c'est d'être la plus ouverte possible, de pas... D'ailleurs, c'est toujours très prémini, parce qu'on nous demande d'écrire des textes, des dossiers où on doit déjà savoir le film qu'on fait, alors qu'en fait, le film se fait pendant le tournage, quoi. C'est vraiment... Et puis, évidemment, au montage, mais c'est là qu'on doit éprouver la chose et qu'il faut surtout venir avec pas trop de... Enfin, il faut écrire, c'est toujours bien de se poser des questions, pourquoi on veut faire ce film et qu'est-ce qu'on peut imaginer, mais il faut vraiment après oublier tout ça et vivre le tournage comme une vraie expérience de vie, quoi. Donc voilà, j'espère on vous passera évidemment la parole dès que oui, dans quelques minutes. Voilà, La difficulté, tu le dis, c'est que quand on ne peut pas écrire le film en amont, et c'est vrai que c'est toujours assez absurde quand on fait du documentaire de devoir écrire séquence par séquence ce qu'il va se passer. On a plus de difficultés aussi à le vendre, et c'est ce qui s'est passé pour ce film. Oui, alors là c'est carrément parce que bon, il faut pas exagérer dans le sens où quand même on nous demande rarement de faire complètement un dossier scénarisé à part pour le cinéma. Parfois l'avance sur recette demande au CNC qu'on ait un peu un synopsis. Alors
les gens commencent à savoir qu'évidemment c'est une indication, c'est un peu ce qu'on peut imaginer, qu'on peut avoir. Mais bon, parfois il y a des gens... Et alors c'est vrai qu'il y a aussi des documentaires qui s'écrivent, qui sont tellement maîtrisés, tellement préécrits. Bon, il y a aussi des films d'histoire, d'archives, où bien sûr ça peut se penser bien en amont comme ça. Mais bon, effectivement, voilà, c'est un peu pénible de devoir écrire, même si on n'est pas toujours obligé. Mais là, carrément, pour ce film, j'ai même pas essayé en fait d'écrire un dossier. J'ai déjà sur le film d'avant, La Cour de Babel, dont on parlera tout à l'heure, j'avais écrit pourtant un dossier, mais pendant 1 an, on n'a pas réussi à le vendre. On a été refusé de partout, malgré un dossier écrit qui était peut-être pas très bon, cela dit, j'en sais rien. Et finalement, qui correspondait à la fin pas mal au film. Et finalement, le film ne s'est vendu, ne s'est financé qu'à la fin du montage. Donc j'ai heureusement des productrices formidables qui risquent, c'est de plus en plus dur de le faire, mais enfin voilà, qui se mettent en risque, qui prennent le pari et qui ont confiance, qui leur montrent un peu je leur parle évidemment du projet, de toute façon j'avais un peu pensé, et puis bon, elles prennent le pari. Mais là, carrément... vu le personnage que je rencontrais, vu le film que j'espérais peut-être, enfin, je ne savais même pas si j'allais faire un film en fait. J'avais vraiment envie juste de la suivre, de filmer tout ce qui allait se passer à ce moment-là, sur ce spectacle, autour de ce spectacle, en me disant que j'avais une intuition que ça pouvait être l'occasion, cette création, pour parler d'elle, pour la rencontrer, pour mieux la faire connaître, pour moi-même vivre cette expérience avec elle. Et j'avais vraiment pas du tout envie d'écrire. Je voulais être en totale liberté comme elle l'est en fait. Et être, elle explose toutes les limites, les règles. Elle veut pas du tout rentrer dans le... Enfin, elle peut pas déjà, mais... Voilà, dans le monde social, avec tout ce que ça engendre de bienséance, de choses des choses qui doivent se faire, qui doivent se dire. Donc j'avais envie de vivre comme elle, ce moment. Et je ne savais pas, en plus, j'étais un peu, disons, fragile, en me disant, je ne savais pas du tout si j'arriverais à en faire un film. Je me sentais tellement, effectivement, moi-même petite vis-à-vis d'elle et ne sachant pas très bien vers où j'allais aller, que je voulais juste vivre. Et ma productrice m'a confié la caméra qu'ils avaient, et donc j'ai décidé, je faisais le son toute seule, je me débrouillais et j'allais de temps en temps, régulièrement, suivre ce spectacle, aller chez elle, enfin voilà, jusqu'à aller à Avignon pour la création du spectacle. Et puis au bout d'1 an et demi, 2 ans, comme ça, j'ai senti, notamment avec cette scène du mathématicien, avec le mathématicien à la fin, que là, ça y est, je commençais à avoir assez de matière pour... Je me dis, bon, là, il y a quand même, je pense, un film, après tout ce que j'ai vécu. Et j'ai dit à ma prise, bon, là, maintenant, il faut commencer. Je voudrais te montrer quand même des scènes, et on va commencer à monter un petit peu, des petits bouts. Et puis, elle a vu des trucs, et elle a dit, allez, on fait le montage, quoi. Je paye le montage, et puis on a trouvé... après, on a montré le film à mon distributeur de cinéma, qui a été emballé pour une 2e fois le sortir en salle, et on a demandé ensuite l'aide des chaînes et tout ça, parce qu'il faut toujours un financement un peu de télé, mais c'était sur montage. Et ça a été formidable. Alors évidemment, ça n'arrive pas tous les jours et c'est de plus en plus difficile de faire ça, mais là, pour le coup, j'ai senti la force que c'est d'arriver au film qu'on veut sans avoir déjà... vendu quelque chose. Enfin, les gens doivent le recevoir, ce film. De toute façon, même cette femme, quoi. C'est dur à écrire, en fait. Oui, c'est sûr. Avant de prendre les questions du public, je voulais juste souligner aussi que dans ce film, au tout démarrage, Hélène Babouyek, on la sent assez loin de nous, et petit à petit, on s'en rapproche, elle nous semble plus accessible, on entre en connexion avec elle. Et je trouve que c'est quelque chose qui ressemble à tes films d'une manière générale, c'est-à-dire qu'on entre en lien avec tes personnages, je ne sais pas si on appelle ça des personnages, mais avec les gens que tu filmes, parce que tu arrives à créer un lien d'intimité, d'empathie très fort. Et je ne sais pas si vous avez entendu, vous qui venez de le regarder, mais il y a un moment où on entend Véronique, la mère d'Hélène, te dire à toi, elle t'appelle Julie à ce moment-là, et elle dit quand Hélène a posé sa tête sur ton épaule pendant une représentation, ça c'est incroyable qu'elle ait fait ça, le lien est très fort entre vous. Et moi j'avais envie de te demander comment ce lien se crée avec les gens que tu filmes. Bon, je crois qu'il n'y a pas de recette. Il faut être juste soi-même. Enfin, je veux dire, je suis ce que je suis. Je suis comme avec n'importe qui. J'essaye d'être d'abord vraiment à l'écoute, passionnée. J'ai un coup de cœur, quoi. Je filme des gens d'abord que j'aime. Je suis obligée de ça. Je ne saurais pas faire un film
sur des gens avec qui j'ai quelque chose à régler, quoi. Disons que même si on montrera peut-être des extraits cet après-midi, a priori, de films sur les grands magasins, sur la fusion dans des entreprises. Bon, parfois, je suis pas toujours en osmose, évidemment, avec les gens que je filme, mais je filme un système, je filme pas... J'essaie de comprendre la complexité du monde, donc il y a quand même toujours un attachement avec les gens qu'on filme. Moi, je peux pas tricher ça. J'ai pas du tout envie, en plus, de passer un an avec quelqu'un que j'aime pas ou que je n'admire pas. Donc, même si on peut avoir un peu de recul et questionner quelqu'un peut-être dans ses moments un peu troubles, je sais pas, mais donc déjà ça, d'aimer quelqu'un, choisir la personne qu'on aime et avec qui on a envie de passer plus de 2 ans, parce qu'en plus non seulement il y a le tournage qui est long, mais après il y a le montage, et là c'est encore 5-6 mois où on vit quotidiennement avec cette matière et on est là, et puis après il faut accompagner le film pendant des projections, en parler. Donc c'est vrai qu'il faut avoir une vraie évidence, un vrai coup de cœur pour tenir pendant 2-3 ans sur un film. Donc après, la relation, elle se fabrique sur le moment, c'est-à-dire d'être là, alors faire de la longue préparation, certes, de se connaître, mais pas non plus. Moi, je filme pas. Enfin, j'ai envie de filmer assez vite quand même. Je reste pas des mois et des mois avec les gens que je filme comme ça. Enfin, je vais filmer sans caméra parce que c'est trop dur en fait, j'ai très vite envie de filmer, donc je veux absolument pas, ça m'est arrivé 2-3 fois de faire un peu des repérages où tout d'un coup se passait devant moi des choses formidables et on en est malade en fait après, parce que bon, les choses ne se referont pas toujours pareil, évidemment, ça va, je m'en sors, il y a d'autres choses qui se sont passées après. Mais j'ai quand même très vite envie d'instaurer la caméra entre nous, parce que c'est quand même ça, le contrat qu'on a ensemble. Je viens pas juste comme amie, quoi. Je vais faire un film avec eux. D'ailleurs, c'est pas un film sur eux, c'est vraiment quelque chose, c'est une aventure qu'on va passer ensemble. Ou bien sûr, je leur montrerai le film à la fin, avant qu'il soit complètement projeté, pour si jamais quelque chose leur plaît pas. Enfin, il y a quand même une vraie confiance. Et puis le temps passé, c'est pas toujours qu'on a avec soi une caméra pendant des mois et des mois, donc il faut sentir qu'on s'entende bien, qu'ils sont en confiance, et après voilà, et vu que je tiens la caméra, c'est vrai que le rapport se fait d'une manière très instinctive, et je pense que la base c'est quand même ça, c'est d'aimer les gens qu'on filme et d'avoir envie de passer tout ce temps pour après vous offrir en résumé d'une heure et demie tout ce que j'ai vécu avec eux, quoi. Oui, je crois que la rencontre s'est faite pour toi d'abord par ses écrits et puis que tu l'as rencontré autour de Frites, non, après? Oui, alors en fait, c'est pas tant enfin, ses écrits, oui, mais en fait, je connaissais très bien le metteur en scène, Pierre Meunier. Et c'est lui, parce que je filmais souvent ses spectacles, Papouillet qui est venu en voir un. Et donc ce soir-là, je l'ai découverte, on était allés au café ensemble, elle a sorti ses petites lettres, oui, elle a pris tout de suite, parce qu'elle est très 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 gourmande. Annie me racontait qu'il y avait une projection à Clermont de ce film, et Annie Chassaigne s'était occupée d'elle, et évidemment, elle avait tout de suite voulu manger, elle est extrêmement gourmande, et dès qu'il y a à manger quelque part, elle vient se servir comme ça, on ne peut plus la gérer. Mais bon, je lui ai offert mes frites avec grand plaisir, on a beaucoup rigolé, et très vite le contact a été pris, et puis j'ai appris plus tard que Pierre me disait qu'il allait faire un spectacle d'un de ses textes que j'avais lu entre-temps, que j'adorais, je découvrais toute son écriture, parce qu'il n'y a pas qu'un livre qui a été édité, hein, il y en a plein maintenant, c'est vraiment une autrice, c'est pour moi la plus grande poète du XXIe siècle, hein, donc vraiment il faut lire ses bouquins, c'est vraiment magnifique, dont certains qui sont très lisibles d'ailleurs, hein, vraiment des romans qui sont tout à fait accessibles. Et bref, tout ça pour dire que quand j'ai su que Pierre allait faire un spectacle, je me suis dit, voilà, là, ça c'est le dispositif ou l'occasion de faire un film sur elle, parce que je voulais vraiment pas faire le portrait d'une autiste, raconter sa vie quotidienne. Je voulais vraiment, parce que c'est d'abord une artiste, et ce fil narratif de la pièce allait être une belle occasion, quoi, d'être avec elle. J'avais envie de passer 1 an avec elle aussi, 2 ans avec elle. C'est aussi un échange, hein. C'est pas juste faire un film, c'est aussi vivre, quoi. Est-ce que y a une première question dans le public? Alors je ne vous vois pas, donc moi je vous vois un petit peu. Voilà, donc est-ce que vous avez des questions? Oui, il y a quelqu'un. Je vais vous passer mon micro d'ailleurs. Il doit y avoir un micro dans la salle. Alors, merci beaucoup. En tout cas, le film m'a vraiment beaucoup touchée à plein d'aspects. J'avoue que ça me renvoie aussi un peu à des a priori, même si j'essaye de travailler la chose. Il y a des choses effectivement merveilleuses. On voit aussi, il me semble, qu'elle a un regard aiguisé sur notre société
incroyable. Donc voilà, je vais essayer d'aller voir ses écrits et ce qu'elle fait. Moi, ma question, c'était de savoir aussi comment est-ce qu'elle va aujourd'hui, parce qu'évidemment, les interactions sociales sont compliquées, peuvent l'être pour tout à chacun. Et on voit bien que sur le passage de notoriété, de comment est-ce qu'on partage collectivement les choses, évidemment, ça peut être compliqué. Donc pour elle, on le voit d'autant plus. Donc je ne sais pas comment elle vit maintenant les choses par rapport à ça. Merci. Oui, elle va très très bien. Rassurez-vous, elle va hyper bien. Je la vois là très souvent, toutes les semaines d'ailleurs, parce que elle fait tellement de choses depuis, et même pour sa mère, c'est une expérience de vie inouïe en fait. Alors évidemment, le film a pas mal aidé à sa reconnaissance, mais bon, déjà, elle commençait à avoir un petit vraiment, elle faisait des choses, mais là, depuis, elle a créé un livret d'opéra, elle participe à 2 spectacles où elle va être sur scène, qui vont se jouer normalement dans 1 an ou 2, je ne sais pas exactement, à la Villette et en Bretagne ailleurs. Elle fait partie aussi des Papotins, peut-être que vous connaissez cette émission où c'est plusieurs autistes qui interviewent toutes sortes de personnalités. Elle est un des piliers de cette émission où elle va régulièrement. Et chaque fois, ses questions sont éblouissantes. Et d'ailleurs, récemment, je crois que c'était Carla Luciani qui pleurait tellement elle était éblouie de ces interventions. Donc moi, je filme tout ça, en fait, depuis un certain temps, et j'essaie de faire un 2e film sur elle. Mais en tout cas, cette explosion, disons, en tout cas, cette continuité de vie sociale, en tout cas de création, surtout, l'épanouit beaucoup. Alors, elle n'a pas encore, hélas, elle a eu quelques moments, parfois la parole arrive. Elle commence à dire quelques phrases, mais c'est pas du tout encore assez maîtrisé et maîtrisable. Donc c'est un peu frustrant encore, mais bon, j'espère bien, peut-être qu'un jour je serai là quand ça jaillira, quand elle en a envie. Et bien sûr qu'il y a aussi des moments plus ou moins difficiles, mais disons que dans l'ensemble, maintenant, plus sa mère est aidée par 2 personnes qui viennent vraiment régulièrement ou qui s'alternent pour qu'elle ne soit pas toujours toute seule, surtout dans les voyages, dans tous ces moments-là, pour qu'elle puisse un peu plus souffler. Enfin, c'est pas souffler parce que pour elle ça va, tout va bien, mais disons que parce qu'il faut quand même toujours être très vigilant, lui courir après dès qu'elle s'en va, voilà, il faut faire attention, quoi. Elle est quand même, voilà, elle n'est pas totalement autonome, ce qui n'est évidemment pas grave. Personne n'est autonome, hein, donc tout va bien. Enfin, sur l'autonomie, on pourra en parler. Ça y est, on parler pendant des heures. Et qu'en fait, c'est beaucoup plus fort tout ce qu'elle vit, qu'elle a réussi à faire grâce à sa mère, d'avoir parce qu'en fait, elle était quand même, elle savait qui elle était, elle n'avait pas besoin de nous parler. Mais le fait que sa mère ait fait tout ce travail pour la faire qu'il y ait un lien entre nous, c'était dur, c'était une énorme confiance qu'il a fallu faire. Elle n'en avait pas vraiment besoin, mais maintenant elle prend plaisir à le faire, et c'est vrai que pour elle, d'entendre ses textes au théâtre, comme dans ce spectacle et dans ce film, c'est du bonheur pour elle. Elle commence à vraiment être heureuse de ce partage. Donc voilà, c'est plutôt elle va bien, quoi. Elle va très très bien. Et Julie, oui. Tu me dis n'importe quoi, mais je crois que sa mère, justement, elle avait fondé un centre pour autistes handicapés, enfin pour autistes, pardon, vous allez dire, et que malheureusement, ça ne s'est pas exactement terminé comme elle aurait souhaité. Oui, c'est-à-dire que ce lieu, en Bretagne, dans le village où ils habitent, la mairie lui avait donné un lieu où elle avait eu, parce qu'il y a eu une époque où il y avait des aides européennes pour des plans autisme, je ne sais pas quoi, donc elle avait pu créer un endroit extraordinaire, penser avec des architectes formidables qui avaient tout fait pour que les lieux soient adaptés, agréables. Chacun avait en même temps son petit îlot, parce que, bon, elle comme d'autres, souvent les autistes ont tellement peu en fait, leur corps est ouvert à tout, ils sentent pas du tout leurs limites. Ce qui fait que quand ils sont trop au milieu de tout le monde, à un moment donné, ça craque, parce que le bruit, le son... Donc ils ont besoin de se retrouver comme elle. Elle se met souvent dans les voitures, là vous l'avez peut-être vu, enfermée dans sa petite bulle, pour retrouver un peu de son être, quoi, se retrouver un tout petit peu sa forme. Et donc tout ça a été bien pensé, beaucoup autour de l'art. Le lieu était vraiment organisé pour que chaque autiste trouve sa
sa voix, quoi, que ce soit le dessin, la peinture, la danse, la musique, elle, l'écriture. Ils avaient arrêté tous les médicaments, on ne donnait plus rien du tout, et tout ça, c'était tous apaisé. Enfin, c'était vraiment un endroit extraordinaire qui s'appelle Quiéton. Et puis, voilà, puis ça... C'était un peu peut-être couru d'avance, mais les institutions organisées ont voulu mettre un peu la main peu à peu dessus. Un directeur est arrivé prétendant être content de cette pensée de lieu, et puis finalement il a tout détourné. Tous ces lieux ont été fermés. Chaque petit endroit qu'avait chaque autiste est devenu l'armoire aux vêtements de chaque intervenant extérieur. Ils n'avaient plus le droit de sortir. Enfin, et au bout d'un moment, ils ont carrément... c'est obligé que les parents donnent des médicaments pour calmer les jeunes, ce qui était une catastrophe en fait. Et même Hélène n'avait plus le droit d'écrire parce qu'ils trouvaient ça inutile et qu'elle n'était pas autonome, qu'elle ne le faisait pas toute seule, donc ça ne servait à rien. Donc ça a été fermé petit à petit parce qu'ils ont aussi... on a réussi quand même à arrêter cette chose terrible. Et maintenant, elle essaye d'en faire quelque chose, que ce lieu existe toujours. C'est un peu un moment difficile parce qu'ils ne savent pas trop... faut trouver le financement pour faire peut-être un lieu pour les autistes adultes, enfin voilà. C'est une aventure, parce que c'est une femme extraordinaire, sa mère, hein, je pense que vous l'avez compris, qui ne venait de rien, elle était cavalière, mais je veux dire, elle n'avait jamais fait d'études ou de spécialité de médecine ou de je sais pas quoi pour faire ce travail. Et donc elle est très engagée, elle est très enthousiaste de tout ce qu'elle a découvert un peu toute seule. Et donc elle voulait partager ça, mais c'est... Donc maintenant, elles ont décidé quand même de faire plutôt leurs activités à elles, ensemble, de faire tout ce que les propositions que lui offre la vie, et pour l'instant un peu de lâcher cette institution parce que c'était trop dur et trop déprimant. Voilà. Non, je voulais effectivement dire un mot, parce qu'effectivement c'est aussi un portrait de cette mère, quoi. Oui, bien sûr. Oui. Mais alors peut-être que d'ailleurs je filmerai ce qui arrivera aussi avec ce lieu là dans ce deuxième film. Et puis il y a aussi un autre truc, alors peut-être que peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, mais c'est vrai qu'elle a aussi un don exceptionnel que j'ai pas pu vraiment en parler dans ce film parce que je peux pas tout dire et que c'était un peu compliqué. Mais elle est vraiment télépathe, quoi. Et c'est ça qui explique beaucoup de sa connaissance, de ces choses, comment elle a appris aussi des choses, à lire, à écrire et tout ça. Et donc ça, c'est quelque chose que je vais plus développer, j'espère, dans ce deuxième film. Une autre question ? Oui, tout là-haut. Je vous lirai peut-être tout à l'heure, je vais sortir un texte qu'elle m'a écrit en voyant le film. Je vais le préparer. Bonjour. Moi, j'avais juste une question par rapport à, pendant que vous avez fait le film, entre la relation entre Hélène, vous et la caméra. Parce qu'à un moment, elle parle de la caméra comme d'un œil, mais j'ai remarqué qu'il y a des moments on dirait qu'elle vous regarde, mais j'ai pas bien compris si elle vous regardait vous, ou si elle regardait la caméra, ou si elle regardait à côté. Donc je voulais savoir comment ça s'était déroulé pendant le tournage. C'est une très bonne question, parce que c'est vrai que c'est très central dans notre relation. Parce qu'effectivement, j'ai vite pris la caméra. Hein, comme je vous disais, j'ai pas voulu trop faire des repérages. Enfin, bon, on avait suffisamment été proches, elle avait suffisamment compris mon projet pour que je vienne vite et qu'elle a accepté que je vienne vite avec la caméra. Et c'est ça qui est très beau, je trouve, dans sa relation, dans son intelligence, c'est qu'elle a tout de suite compris en fait ce que c'est que elle est vraiment plus intelligente que nous tous, quoi. Et donc elle sait très bien ce que ça veut dire que cette caméra. C'est bien sûr moi derrière, donc elle s'adresse à moi, mon œil goguenard et tout ça. Elle me pose pas mal de questions sur sa filmo, enfin tout ce qu'elle dit dans le film, comment elle filme. Comment elle dit déjà, filmo, magnétique, voilà, filmo magnétique. Mais elle a très bien conscience que derrière cet œil, derrière cette caméra, il y a vous, quoi. Il y a le monde, il y a les autres. Et ça, donc, elle sait bien que je ne suis qu'un vecteur aussi de sa relation au monde, et que c'est ça qu'elle vivait aussi, c'est cette ouverture nouvelle à tous, parce qu'avant, elle était totalement enfermée dans son coin, personne ne la reconnaissait, ne la comprenait. C'était vraiment, elle a été diagnostiquée autiste profond, c'est-à-dire qu'elle était dans son coin à hurler dès qu'on la touchait, aucun regard, aucun mouvement, rien qui pouvait peut-être faire comprendre
faire deviner qu'elle était avec nous, qu'elle comprenait tout ce qui se passait, et voire plus. Donc d'ailleurs, puisque je vais vous lire à cette occasion, puisque la question correspond bien au texte qu'elle m'a écrit après avoir vu le film, si ça vous dit, parce que je trouve que c'est assez clair sur ce dont elle a conscience. C'est vrai qu'on peut se demander, et c'est pour ça d'ailleurs que pendant le film, de temps en temps, je lui redemande un peu, je l'ai fait plusieurs fois, hein, j'ai pas tout mis dans le film, mais je voulais être sûre que ça allait, parce que on a toujours un peu peur, même si elle s'exprime très bien avec ses lettres, je sais pas, on se dit toujours qu'elle se sent, enfin, bon, en fait elle se sent obligée de rien, si elle n'a pas envie d'un truc, elle s'en va, elle fait exactement tout ce qu'elle veut. Mais bon, je voulais chaque fois être sûre, ça me rassurait, même si on était en très grand lien, enfin je veux dire, je sais très bien que, d'ailleurs elle m'a jamais demandé de vraiment pas filmer, mais je sentais très bien les choses avec elle. J'ai jamais eu à l'obliger à quoi que ce soit. Peut-être que moi-même, je me restreignais parce que je sentais. En tout cas, bref, tout ça pour vous dire, parce que je pense que c'est très instructif et très beau, parce qu'elle m'a écrit après avoir vu le film. J'étais quand même évidemment inquiète, malgré tout, comme on a toujours quand on montre le film au personnage. Et elle m'a écrit, voilà. Alors, quelques jours après avoir vu le film chez moi, elle m'a écrit. Avec le recul, mon œil a retrouvé son sens critique. Donc là, j'ai eu un petit peu peur quand j'ai lu ce mail, évidemment, que sa mère m'avait envoyé. La beauté que dégage l'image nous offre la possible interrogation de l'émotion. Rire ou pleurer face à ce monde d'un ailleurs. Vrai sujet de société, parler de l'autisme peut déranger. À travers ton film, Julie, j'apparais comme une personne hors circuit qui, avec sa boîte de lettres, compose un langage d'une autre appartenance, et les mondes se rejoignent. Avec plaisir, je m'observe dans ton œil goguenard, habité par l'amour de la lumière directe, fluide, embellissant les contours poétiques du réel. Abracadabra et saperlipopette, j'adore ce magique instant de l'éternité dans lequel le regard, l'émotion, le corps tout entier s'immobilisent. Je crois que cette étrange alchimie de l'instant pour l'éternité m'enseigne la confiance dans l'existence d'être quelqu'un, quelque part, dans un espace de partage. Alors merci Julie d'avoir embarqué avec moi dans ce monde d'un ailleurs que tu appelles des nouvelles du cosmos. Avec ma TVA, c'est un surnom qu'on donne, tout vivre amour. Voilà, c'était assez fort de recevoir. Donc vous avez compris qu'elle a très bien compris, cet instant pour l'éternité, ce partage, c'est le cinéma. Enfin, c'est ce lien. Et elle est totalement, évidemment, plus que lucide et comprenant que derrière moi, c'était une manière de parler à tout le monde, quoi, et à vous en premier. Voilà. Pour quelqu'un qui voulait se tenir un peu loin de l'intime, oui. Au démarrage. Oui, non, mais c'est sûr que c'est vrai que là, bon, je suis même, d'ailleurs, je crois que c'est un peu la première fois que je suis allée filmer chez quelqu'un, d'ailleurs, hein, parce que j'avais toujours comme principe de me dire que c'est mieux de faire imaginer chacun, voilà, aller voir la couleur du papier peint et la cuisine de chez quelqu'un, je m'en fiche un peu, j'ai envie que chacun se fasse son imaginaire, et puis bon, c'est si vraiment on m'y invite et s'il y a besoin. Bon, il se trouve que là, il y avait un tel portrait d'une personne, comme ça, et de sa mère, et que c'était très naturel pour moi d'aller chez eux, chez elle. Et ça avait un sens, quoi, parce que autant j'étais quand même beaucoup dans elle comme artiste et de ce spectacle et tout, mais j'avais quand même un peu besoin, parce que c'est vrai qu'on avait un rapport hyper intime et il fallait qu'on voit un peu d'une manière plus proche, et c'était pas, je pense, indélicat, parce qu'elle était vraiment contente, et j'ai pas non plus tout filmé, il y a plein de choses où j'étais parfois là, que j'ai pas filmé, ou que j'ai filmé mais que je n'ai pas gardé, mais bon. Voilà, mais je pense que ça avait un sens là, dans ce film, que de passer la barrière du travail. Une autre question ? Non, il n'y a pas d'autres questions. Voilà, une question. Moi, j'en ai encore plein en stock. Hein. Vas-y, il y a une question. Ouais, bonjour, moi c'est juste un ressenti. C'était vraiment très saisissant, en fait, de voir que vous avez filmé dans cette salle. Et que... c'est pas dans cette salle. Ah. Mais effectivement, elle ressemble. Parce qu'il y a des feuilles bleues, mais c'est pas dans cette salle. Mais ça aurait pu. Bon, en tout cas, le fait de m'imaginer que c'était dans cette salle
à décupler la sensation. Non, mais alors moi que je me trompe, parce qu'effectivement, elle a tourné, mais je sais que j'ai tourné quand même plutôt à Avignon. Mais effectivement, il y a eu une tournée. Mais peut-être que vous me faites douter. Si. Oui. Ah oui, non, mais vous avez raison. Ils ont fait une deuxième fois ici à Clermont, et c'est peut-être là que j'ai filmé. C'est fort possible. Bah oui, vous avez l'œil, j'avais oublié. Merci. Oui, c'est vrai que c'est... Alors, je ne sais pas si c'est exactement cette salle, mais c'est possible. Hein. En même temps, elle me paraît un peu ça me paraît un peu petit pour le... Mais bon, bref, je ferai mon enquête. Oui, bah, de toute façon, on est toujours en miroir, hein, que ce soit dans la salle ou ailleurs. On est comme spectateur, vu qu'en plus, c'est un spectacle, je pense qu'effectivement... c'est dommage que vous n'ayez pas vu le spectacle. D'ailleurs, peut-être que certains l'ont vu, si c'est quand ça s'est joué ici. Mais c'est vrai que c'était un magnifique spectacle. Et elle venait souvent. Et elle vient très souvent dans les représentations dans la salle. Et on entend son rire et son bonheur que d'entendre son texte. C'est ça qui est très joyeux, c'est qu'en fait, elle rit. Bon, le rire est une expression très naturelle pour elle. Hein. Enfin, c'est vraiment... elle rit tout le temps. D'ailleurs, sa mère aussi rit tout le temps. Mais... Bon, c'est l'expression de son... Ce qui est beau d'ailleurs chez elle, comme on voit dans le texte, c'est que c'est pas du tout de l'ego, je sais pas quoi, d'être fière, d'être là en scène et tout, d'être reconnue. C'est vraiment très profondément ce partage dont elle parle, c'est d'être enfin en lien avec les autres, quoi. Parce qu'elle a quand même beaucoup souffert hein, pendant ces 20 premières années d'être... regardée de travers, évitée. Et puis même encore aujourd'hui, c'est vrai que c'est pas facile d'être face à elle parce que quand même elle s'exprime pas. Elle est là encore parfois à baver, à vous regarder en rigolant, en sautant. C'est dur de lui parler. En fait, il y a plein de gens. Même moi, ça m'arrive. C'est pas toujours facile. Alors maintenant, ça y est, je suis très habituée. Je lui parle, je lui dis ce que j'ai à lui dire. Et même si elle ne me répond pas tout de suite, c'est pas grave. Je sais qu'elle a entendu et qu'elle aura plus tard elle me répondra quand elle en aura envie. Mais bon, c'est un travail sur soi. Et ça, voilà, c'est joyeux qu'elle ait enfin ce contact, et que des gens enfin la regardent pour ce qu'elle est, vraiment, intimement, quoi. Et je sais d'ailleurs que quand tu as réalisé, tu voulais pas mettre des images poétiques, un peu oniriques, qui auraient souligné l'univers dans lequel elle est, ou dans lequel elle nous emmène, que c'était vraiment une volonté de ta part de ne pas produire ce genre d'image. Oui, c'est vrai, ouais, j'avais oublié ça, mais c'est vrai que c'est toujours difficile quand j'ai eu la même question là, quand j'ai fait récemment un film sur des enfants malvoyants ou aveugles. On se dit qu'on va pouvoir faire vivre l'expérience de ça, de cette différence, de cette peut-être imaginer la manière dont elle nous voit, ou trouver des images qui seraient complètement... voilà, des métaphores ou des... Et en fait, ça, je me l'interdis parce que je préfère d'abord que chacun se le fasse, même si j'espère quand même qu'il y a des moments qui évoquent un peu une certaine poésie que j'espère partager. Mais je veux vraiment pas prétendre, avec mon image, être à sa place et quoi que ce soit. C'est vraiment... Je reste... et vous restez avec moi quand même toujours face à elle, quoi. Je me prétends pas... Alors peut-être qu'en fiction, ça peut se faire. Peut-être qu'on peut plus... voilà... se dire qu'on va être l'autre de l'intérieur, plus ou moins, enfin, en tout cas de son point de vue. Mais là, moi, je reste, mon point de vue, c'est le mien, et c'est jamais le sien, quoi. Donc, c'est pour ça que je tiens ma caméra, ça reste mon regard. Hein. Quelqu'un d'autre aurait d'abord fait un autre film complètement différent, évidemment. Il y a toujours, sur tous les sujets, tous les films qu'on fait, quelqu'un d'autre aurait vraiment fait très différemment. C'est ça qui est chouette, d'ailleurs, c'est que... Là, c'est le choix des lieux, les choix des moments, les choix des personnages, le choix du montage après. Enfin, tout est une question de regard et de cadre, évidemment. Enfin, j'ouvre une porte ouverte pour tous ceux en plus qui viennent depuis longtemps dans ce festival. Vous avez bien vu que c'est qu'une question de regard et de point de vue, de faire des films, et surtout et encore plus en documentaire. Mais voilà, j'ai pas du tout envie de prétendre être à sa place, quoi. Je veux qu'on l'approche comme elle est, dans sa différence aussi, dans son l'ovni qu'elle est, quoi, aussi. Y a-t-il une autre question dans la salle? Après, de toute façon, on pourra toujours, si vous en avez d'autres qui reviennent pendant l'heure du repas, quand on se revoit à 2h, on pourra aussi continuer. Je ne sais pas quelle heure il est, d'ailleurs, on va regarder. Il est 20. Il est 20, ça va, on a encore 5-10 petites minutes.
Peut-être on peut dire un mot, on aurait pu en parler à un autre moment de la journée, mais peut-être un mot de ta monteuse sur ce film, parce qu'elle t'accompagne, elle s'appelle Josiane Sardeya. Oui, oui. et elle t'accompagne, enfin elle t'a accompagné sur plusieurs de tes films documentaires, et comme sur ce film, peut-être en particulier, le montage est exceptionnel, en tout cas il a nécessité vraiment une écriture particulière. Est-ce que tu as envie de nous raconter cette collaboration avec elle? Oui, oui, avec plaisir, parce que Josiane, c'est vraiment ma monteuse depuis des années en documentaire. On a fait beaucoup, presque tous les films ensemble, à part 2 exceptions près. Et là, récemment, un film que vous verrez ce soir sur Jane Campion, il se trouve qu'elle ne l'a pas monté parce qu'elle ne se sentait pas assez à l'aise en anglais. Et là, je suis en train de monter un film sur une prof de violon, sur la musique. Et pareil, les montages de musique, c'était un peu trop pointu, mais sinon on fait on fait ensemble tous mes films. Et c'est vrai que d'abord c'est quelque chose de très intime, le montage, hein. On passe des mois et des mois ensemble dans la même salle, à papoter, à s'engueuler, à rigoler, à pleurer, à raconter nos histoires. Enfin, c'est une relation vraiment hyper personnelle. Donc je suis très heureuse d'être avec elle. C'est une vraie amie, quoi, depuis le temps. Et en plus, elle ne vient pas, évidemment, c'est ça la force des monteurs, c'est qu'ils ne viennent pas sur le tournage, ils viennent regarder à la fin toutes ces heures. Alors, avec elle, parfois, parce que c'est vrai que j'emmagasine beaucoup de rush, hein. Moi, je fais partie de ceux qui sont très, très, très heureuses de ce nouveau format numérique. Je pense que j'aurais été malheureuse si j'avais du tout tourné en 35 et être limitée dans le temps, parce qu'en fait je trouve que c'est une grande richesse. Alors certains disent, et ils ont peut-être sûrement pas tort, hein, que quand on tournait en 35, avant au cinéma on avait très peu d'heures, alors on faisait beaucoup plus attention à ce qu'on tournait, et on tournait que 10 minutes par jour. Oui, certes, ça faisait des autres films d'abord, ça faisait pas des films avec autant en immersion. En tout cas, c'est vraiment la richesse de ces progrès numériques et de ces caméras légères aussi, et c'est de pouvoir quand même être là longtemps. Et évidemment, même si on tourne beaucoup, après, moi je fais des choix d'abord, je montre pas non plus tout à ma monteuse, enfin, pas toujours. Il y a certains films où j'ai quand même réussi à me souvenir et à regarder avant pour pas non plus tout regarder, mais parce qu'il y a un besoin de... Alors, on commence toujours un peu à tourner, parce qu'on ne sait pas dans telle situation, surtout la cour de Babel, quand j'étais en classe avec... je suis restée sur toute l'année scolaire. Évidemment, dès qu'un cours commence, une discussion, on tourne un peu, puis on voit que finalement, non, c'est pas intéressant, donc on s'arrête. Mais il faut pouvoir être là au début, parce que si on n'a pas le début d'une situation, c'est très très dur à monter après. Donc voilà, tout ça fait qu'il y a besoin d'être là. Il y a aussi besoin de tourner, ou parfois même de faire semblant de tourner, parce que ça m'arrive aussi évidemment de faire semblant de tourner, parce que je veux pas que les gens en face se disent parce que tout d'un coup on n'oublie pas une caméra, hein. On sait qu'on est filmé, on s'y habitue, on est tout à fait soi-même. Enfin, moi je suis vraiment intimement persuadée qu'il n'y a pas de jeu, ou alors si je le sens, j'arrête tout de suite de filmer. Si je sens, notamment avec les élèves que j'avais filmé, si je sens qu'ils commencent un peu à minauder pour la caméra, j'arrête, quoi. Je leur explique que non, il faut... je cherche pas des acteurs, quoi. Je veux vraiment qu'ils soient ce qu'ils sont. Donc évidemment que ça change un peu la situation d'être là, mais très vite, sinon ça se saurait, hein, que tout le monde soit des bons acteurs et il y en aurait partout. Non, les gens, au bout d'un moment, sont évidemment un peu ce qu'ils sont, plus ou moins, mais quand même très vite. Et donc, si tout d'un coup on s'arrête de filmer, par moment, il y a un petit truc, on se dit qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que là c'est pas intéressant, qu'est-ce que je fais, c'est un peu, moi en tout cas, je me sens gênée parfois de pas être quand même là toujours avec eux, et moi ma situation d'être avec eux, c'est quand même de les filmer. Donc je dis pas que je fais ça pour les rassurer de filmer toute la journée, parce que je filme pas non plus toute la journée, mais il y a un jeu qui se fait, et puisque je fais pas d'interview et que c'est pas facile à fabriquer un film où jamais il y aura non plus une voix off qui vous racontera les choses, quoi. Il faut tout fabriquer avec de la situation. Il faut être comme en fiction.
Le documentaire d'immersion, la fiction ne fait que copier ça. C'est qu'il faut que l'histoire se déroule comme si c'était une fiction, quoi. Donc il faut qu'il y ait des scènes, pour qu'il y ait une scène de 3 minutes, 4 minutes qui se tienne, il faut tourner 2 heures. Après ça se résume, ça se monte pendant des heures, on garde des petits bouts. Heureusement les gens se répètent un peu, donc il y a toujours moyen, on fait des plans, des contre-champs, on fabrique quand même, mais pour créer une dramaturgie de la scène. Mais ça, il faut filmer pour ça. On va pas dans une discussion de 2 heures filmer juste 3 phrases et dire voilà, j'ai eu les 3 bonnes phrases et je vais monter la scène. C'est évidemment plus compliqué que ça. Il faut le recul du montage aussi pour savoir que ça finalement c'est pas intéressant, c'est un peu plus tard. Et ça, je veux absolument pas être frustrée au montage de pas avoir assez de choses, quoi. Et juste avant de laisser les gens déjeuner, et toi aussi, juste sur cette question de voir les rushs avec ta monteuse, est-ce que c'est un moment qui est assez éprouvant pour toi? Parce que parfois, quand on regarde ces rushs, et notamment ces rushs avec d'autres gens, on a une sensation de nudité totale. Ah oui, c'est vrai, oui, parce que j'ai pas fini d'en parler, mais Josiane, c'est sûr que... Bon, alors heureusement, elle me connaît bien et je me sens pas gênée, mais puisque je cadre en plus, et tous les ratés, tous les trucs, elle voit, elle sent. Et effectivement, c'est d'abord douloureux, parce que même si on tourne pas mal, parfois plus d'une centaine d'heures, il y a des choses ratées, des choses qu'on a loupées, où on était enthousiaste sur le moment, puis en fait, on se rend compte que ça va pas être bien. Et donc, pendant les premiers mois du montage, on oscille entre des moments d'exaltation, on se dit « Ah, ça c'est formidable !» et puis de non, mais en fait, il n'y a rien là. En fait, on ne peut pas fabriquer un film. La Cour de Babel, notamment, c'était l'enfer. J'avais même pleuré, moi, souvent, régulièrement pendant le tournage, parce que j'avais décidé de rester dans une classe. Et puis, au bout d'un moment, être que dans des classes, avec des cours et des cours qui succèdent, vraiment, je flippais que j'arrive pas à en faire un film. Bon, il se trouve qu'on a très bien réussi, mais... C'est quand même des angoisses. Et donc la monteuse, puisqu'elle a ce recul et qu'elle voit, elle n'a pas toute l'histoire du tournage dans la tête, elle regarde ça avec un recul très très précieux. Et c'est elle qui m'aide à me réconforter, ou puis on travaille ensemble quotidiennement à fabriquer, à donner une forme à un peu une sorte de magma quand même, de beaucoup d'heures et de faire des choix. Et les choix sont très durs à faire. Alors il y a des moments où on arrive à couper, à se dire « Ah non, mais ça c'est pas bien, mais en fait, moi, je n'y arrive que quand j'ai montré, parfois, on fait des versions, on fait souvent une première version assez longue, de 2 heures, 3 heures de film. Là, je montre à quelques amis, un très petit, comme ça, un petit groupe, où j'ai besoin de leur retour, mais c'est surtout de vivre avec eux ce moment, parce que même de le montrer à n'importe qui, en fait, tout d'un coup, on sent les longueurs, on sent, oh là là, mais là, j'ai honte de ça, c'est vrai que c'est pas bien, c'est redondant avec autre chose. Et puis aussi, des scènes qu'on a quand même aimées, qu'on a eu le plaisir et la fierté d'avoir réussi à les filmer, que quelqu'un l'ait vu, voilà, ça y est, je peux couper maintenant, et je sais que c'est pas nécessaire pour le film, mais... Bon, cette scène existe un peu une fois. Et donc, la monteuse fait partie de cette étape. Puis elle est très bonne monteuse, elle comprend bien, elle a un bon sens du rythme, elle m'aide beaucoup à couper. On s'engueule parfois, et je sais qu'elle a raison, mais je résiste encore un peu, puis au bout d'un moment, on lâche. Et parfois, c'est elle, au bout d'un moment, qui veut garder des scènes que moi, je veux couper. Donc c'est des allers-retours très... très complexe, mais intéressant. Oui, puisqu'il y a toute la force des films, évidemment, d'être aussi des histoires, des liens entre réalisateurs et monteurs. Il y a une équipe, évidemment, à chaque fois, et c'est vrai que c'est toujours un parcours où il faut avoir des gens de confiance. Ah oui, énorme. Peuvent nous le guider. Il est 12h30. Ouais, pile. On va passer là, mais on pourra... Puis, je suis dans le coin. Si vous avez des questions aussi, là, dans les couloirs, on peut. Et puis après, à 14h, si vous avez envie, on se retrouve. Merci, à tout à l'heure. Il y aura des longs extraits aussi de mes films tout à l'heure. Merci, Élodie. Bon appétit.